Bonjour à tous, je m'appelle Rotolo Marina, je suis doctorante en fiscalité et je vais vous présenter dans le cadre de ce séminaire une étude relative à la crise sanitaire et au marché public. Nous le savons, la crise sanitaire touche tous les secteurs de l'économie et à ce titre, les marchés publics ne sont pas épargnés. L'idée de cette étude est de se demander comment le droit des marchés publics s'adapte à la crise sanitaire. L'adaptation des marchés publics poursuit en réalité un double enjeu: assurer la protection des entreprises tout en préservant la continuité des services publics. S'agissant de la protection des entreprises, l'idée de l'ordonnance numéro 2020-319 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des marchés publics, que nous appellerons plus simplement tout au long de cette étude l'ordonnance marché, est de ne pas sanctionner la méconnaissance des stipulations des marchés dès lors que cette méconnaissance ne résulte pas d'une faute de l'entreprise. Nous reviendrons plus longuement sur ces dispositions, mais l'idée étant que l'ordonnance est très favorable aux entreprises. Toutefois, cette protection ne doit pas être faite au détriment de la continuité des services publics. Aujourd'hui, la notion de service public se définit comme une activité d'intérêt général qui se développe en lien avec une personne publique. L'existence du service public justifie l'existence d'un régime exorbitant du droit commun qui permet de rechercher et d'identifier les principes communs applicables. À ce titre, les lois de Roland prévoient trois principes: le principe de mutabilité, d'égalité et de continuité. C'est le principe de continuité qui nous intéresse ici. Ce principe signifie que le service public doit fonctionner de manière régulière et sans interruption, l'idée étant d'assurer la satisfaction des besoins des usagers. Ce principe est reconnu comme un principe général du droit par le Conseil d'État et par un principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Différentes dispositions ont alors été adoptées durant la crise sanitaire pour assurer cette continuité du service public. À ce titre, le 21 mars 2020, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a diffusé un document relatif à, je cite, la continuité des services publics locaux dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ce document donne des recommandations à l'attention des exécutifs locaux et demande notamment aux collectivités de réorganiser leurs services en maintenant ceux qui sont essentiels à la vie de nos concitoyens. Le but étant d'assurer, dans le respect des mesures sanitaires, la continuité des services publics indispensables. Dans le même sens, l'ordonnance du 1er avril 2020 permet aux exécutifs locaux, et ce pendant toute la durée de la crise, d'exercer par une délégation qui leur est confiée de plein droit la quasi-totalité des attributions que les assemblées délibérantes peuvent leur déléguer par délibération normalement. Le but étant là encore de favoriser la continuité de l'action des collectivités territoriales. Cette augmentation des pouvoirs s'accompagne cependant d'une recentralisation. L'ordonnance prévoit en effet que l'ensemble des décisions prises par les exécutifs locaux pendant cette période sont soumises à l'obligation de transmission aux représentants de l'État, c'est-à-dire le préfet, pour l'exercice du contrôle de légalité. Celui-ci dispose alors du pouvoir de déférer les décisions au tribunal administratif s'il les estime contraires à la légalité. Autrement dit, cet élargissement des pouvoirs des collectivités territoriales s'accompagne d'un contrôle strict de l'État. La continuité des services publics implique également des dépenses budgétaires. Or, les collectivités se sont retrouvées dans l'impossibilité de voter leur budget 2020. C'est pour cela qu'une ordonnance en date du 25 mars 2020 a prévu des mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Ces mesures d'aménagement permettent de faire face à la situation résultant de la crise sanitaire et ainsi d'engager les dépenses nécessaires. Entrons cette fois dans le vif du sujet. De manière très concrète, pour fonctionner correctement, les services publics sont source de besoins récurrents et indispensables, que ce soit des fournitures, des services ou encore des travaux. Or, ces besoins ne peuvent être satisfaits qu'à travers la passation des marchés publics. Les marchés publics répondent en principe à trois règles fondamentales, à savoir le principe de liberté d'accès, le principe d'égalité de traitement et le principe de transparence des procédures. Toutefois, le respect de ces principes exige des procédures strictes, très formalisées. Il semble que celles-ci ne soient pas adéquates pour faire face à la crise. Les autorités ont alors mis en place des mesures dérogatoires permettant de s'y adapter davantage. Ce sont ces mesures que nous allons développer. Notons au préalable qu'au regard d'une communication que vient de diffuser la Commission européenne, le cadre européen qui régit les marchés publics offre, je cite, toute la souplesse nécessaire aux acheteurs publics désireux de passer le plus rapidement possible des marchés de biens et de services directement liés à la crise du Covid-19. Le droit européen prévoit en effet la possibilité de réduire les délais, voire de passer directement des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable.
le but étant pour les acheteurs publics d'acquérir les fournitures et les services dans les plus brefs délais. Profitant de la souplesse permise par les règles de l'Union européenne, les autorités internes, nous allons le voir, ont adapté les règles en les assouplissant tant dans l'exécution des marchés en cours que dans la passation des marchés à venir. Il convient alors d'analyser les règles selon les hypothèses. À travers chacune des mesures énoncées, il conviendra évidemment d'avoir à l'esprit les deux objectifs poursuivis, à savoir la protection des entreprises et la continuité des services publics. Voyons d'abord les marchés publics en cours d'exécution. Ils correspondent à tous les marchés signés avant le commencement de la crise sanitaire et qui continuent de produire leurs effets pendant celle-ci. Sont également visés le cas particulier des marchés dont la date d'échéance arrive à terme durant la crise sanitaire. Deux hypothèses sont alors possibles, soit passer un nouveau marché, soit prolonger le marché existant. L'idée du législateur pendant cette crise, nous le verrons, est de simplifier au maximum les procédures applicables. Dès lors, dans l'ordonnance marché, dont nous avons parlé juste avant, il a été prévu la possibilité de prolonger ces contrats par avenant au-delà de la durée initialement prévue. Et ce, sans qu'une nouvelle procédure de mise en concurrence ne soit mise en œuvre. Cette possibilité est cependant encadrée dans la durée et les montants et nécessite l'accord préalable de l'entreprise titulaire. S'agissant des contrats non concernés par cette disposition, il convient de distinguer les règles applicables à l'entreprise de celles applicables à l'acheteur public. Au sens du droit commun des contrats publics, l'entreprise, également appelée le titulaire du marché, a l'obligation d'exercer le contrat dans les conditions conventionnelles prévues. En principe, tout manquement qui se traduit soit par une inexécution, soit par une mauvaise exécution, peut être sanctionné par voie financière, mais également par une éventuelle résiliation anticipée du marché. Toutefois, une telle sanction ne semble pas adaptée à la situation de crise, dès lors que le titulaire peut se trouver dans l'impossibilité d'exécuter toute partie du marché sans que cela ne puisse constituer une faute de sa part. À ce titre, sur le fondement du droit commun de la commande publique, le titulaire de marché peut voir sa responsabilité contractuelle écartée s'il justifie être face à une situation de force majeure. Sous réserve de stipulations contractuelles aménageant le cas de force majeure, cette disposition est caractérisée dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies. L'événement doit être imprévisible, il doit être extérieur aux parties, et le prestataire doit se trouver dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exécution de toute ou partie du marché. Cette impossibilité peut être variée, elle peut concerner les délais, elle peut concerner les quantités. Le gouvernement a demandé aux collectivités d'être souples sur la reconnaissance de cette impossibilité et ainsi de pouvoir reconnaître l'existence d'une telle force majeure. En toute hypothèse, même si la force majeure n'est pas caractérisée, le législateur, dans le cadre de l'ordonnance marché, a prévu des dispositions spéciales pour protéger les entreprises. C'est ainsi que l'article 6 prévoit toute une série de mesures imposées à l'acheteur public en cas, je cite, de difficulté d'exécution du contrat, et ce nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de stipulations qui se trouvent à être plus favorables au titulaire du contrat. Il est notamment prévu que lorsque le titulaire ne peut pas respecter les délais d'exécution, celui-ci peut demander sous certaines conditions que le délai soit prolongé d'une durée au moins équivalente à celle prévue par l'article 1 de l'ordonnance, à savoir la fin de la crise plus 2 mois. Autre disposition, lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie du contrat, notamment s'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, il ne peut pas être sanctionné. Ici encore, comme en présence d'une force majeure, la charge de la preuve repose sur l'entreprise. Mais en réalité, l'objectif des collectivités n'est pas de sanctionner les entreprises. Conscientes des difficultés rencontrées, elles entendent participer à l'effort collectif en adaptant les procédures et en rejetant les modalités de sanction normalement applicables. Le but étant certes d'assurer la continuité du service public, mais en préservant l'économie du pays. Ainsi, si l'entreprise ne semble pouvoir être sanctionnée pour une mauvaise exécution, se pose tout de même la question de la prise en charge des frais supplémentaires liés à l'interruption de certains marchés. On pense notamment aux contrats de travaux qui nécessitent en cas d'arrêt de sécuriser les sites concernés. Se pose alors la question de savoir qui de l'acheteur public ou du titulaire du marché prend en charge ces coûts supplémentaires. Cette interrogation reste pour le moment en suspens et fera certainement l'objet d'une appréciation au cas par cas. En conclusion, cette ordonnance est très favorable aux entreprises titulaires, l'idée étant de préserver au maximum l'économie. Toutefois, les règles ont également dû être aménagées du point de vue de l'acheteur public afin que puisse être assurée la continuité du service public. À ce titre, l'ordonnance marché a prévu un certain nombre de dispositions pour les marchés en cours,
permettant à l'acheteur public de pallier à l'éventuelle carence de l'entreprise. C'est ainsi qu'en cas d'impossibilité pour le titulaire d'exécuter tout ou partie du marché, l'acheteur public peut recourir à une autre entreprise. En droit commun, cette possibilité existe, mais à condition de prouver une réelle carence de l'entreprise. À défaut, l'administration est susceptible de commettre une faute contractuelle engageant sa responsabilité. Dans le cadre de l'ordonnance, c'est d'abord à l'entreprise de prouver l'impossible exécution et ensuite à l'acheteur de prendre les mesures nécessaires. Autrement dit, la preuve ne pèse plus en principe sur l'administration qui pourra mettre en œuvre cette procédure plus facilement. Toutefois, alors qu'en droit commun, le surplus financier qui pourra être engendré par cette procédure est mis à la charge du titulaire initial du marché, cette facturation est écartée par l'ordonnance et est directement payée par l'acheteur public. Voyons encore le côté positif de l'ordonnance pour les entreprises. C'est ainsi que face à la carence d'une entreprise, ou simplement en raison de la naissance d'un nouveau besoin, l'acheteur public va passer à un nouveau contrat. Il convient alors d'analyser les règles applicables. Par marché à venir, il faut entendre les marchés en cours de procédure de passation et les marchés pour lesquels une procédure de passation va être enclenchée. Au préalable, il convient de noter que durant la crise sanitaire, les acheteurs publics se contentent de passer deux types de marchés. Les marchés d'entretien et de fourniture courants nécessaires au bon fonctionnement des services d'abord. C'est notamment le cas des marchés de vêtements pour le personnel, des marchés de produits d'entretien, de désinfection. Et également les marchés de sécurité, comme les marchés d'entretien courant de la voirie pour éviter les accidents, comme les travaux d'élagage si nécessaire. Il apparaît en effet inenvisageable de passer d'autres marchés. D'abord parce que la réalisation de certains nécessite des informations qui, en l'état actuel de la crise, ne peuvent être connues. On pense notamment à tous les marchés dédiés à la culture, comme les concerts, les festivals, l'organisation du feu d'artifice du 14 juillet. Ensuite, parce que d'autres marchés disposent d'une forte dimension politique et ne peuvent dès lors être envisagés dans la situation d'incertitude liée aux élections municipales. On pense cette fois aux grands travaux d'aménagement urbain qui représentent des coûts très importants et sur un long terme. Enfin, et de manière plus générale, parce que la situation financière des collectivités territoriales est fragilisée sans que l'on ne puisse pour l'instant évaluer le réel impact. À ce titre, les collectivités connaissent en effet d'un côté une perte de leurs recettes liée notamment à la perception de nombreuses redevances et d'un autre côté une augmentation de leurs dépenses en raison des différentes fournitures achetées pour répondre aux besoins des exigences de la crise sanitaire. Ajouté à ces impacts financiers, nous l'avons dit, leur budget n'a pas été voté. C'est ainsi que face à cette situation d'incertitude, il apparaît opportun de ne dépenser que pour ce qui semble être indispensable au fonctionnement des services et à la sécurité. Pour passer ces nouveaux marchés, l'acheteur va ainsi dans un premier temps utiliser les outils dont il dispose sur le fondement du droit commun, et ce n'est qu'en cas d'insuffisance qu'il va recourir aux outils prévus en cas de situation exceptionnelle. S'agissant des mesures de droit commun, certains besoins, s'ils sont indispensables, ne sont pas urgents pour autant, notamment lorsque la collectivité a anticipé le besoin et de fait le renouvellement du marché correspondant. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas d'urgence dans la passation du marché, ce sont les règles classiques de passation qui vont s'appliquer. Mais dans un souci d'égalité des potentiels candidats et pour que la concurrence soit assurée au maximum, l'ordonnance a prévu à l'article 2 la possibilité pour les acheteurs publics de prolonger la durée de remise des candidatures et des offres à condition d'avertir les candidats via les mesures de publicité adaptées. Le droit commun prévoit également la possibilité de passer certains marchés sans mise en concurrence ni publicité préalable. C'est ainsi que le décret du 12 décembre 2019 est venu modifier les dispositions du Code de la commande publique relatives au marché de gré à gré. Le seuil, auparavant fixé à 25 000 euros, a été étendu à 40 000 euros. Les acheteurs publics ont alors utilisé cet outil pour passer des marchés sans que la procédure de publicité et de mise en concurrence ne s'applique. Dans les faits, les acheteurs demandent des devis à différentes entreprises afin notamment de répondre à l'exigence formulée par le Code de la commande publique qui prévoit, je cite, que l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins. Cette procédure de passation des marchés de gré à gré a permis une large souplesse permettant de s'adapter à la situation d'incertitude entourant le début de la crise sanitaire. Toutefois, cette procédure de droit commun cesse de s'appliquer lorsque le seuil de 40 000 euros est atteint. Les acheteurs publics peuvent alors utiliser les procédures spécifiques pour passer des marchés urgents. À cet égard, on distingue l'urgence simple et l'urgence impérieuse.
L'urgence simple se caractérise par une impossibilité pour les collectivités publiques de respecter les délais normaux de réception de candidatures et d'offres. Cette impossibilité ne doit cependant pas résulter de leur propre fait et notamment d'une carence de leurs services. Elle s'apprécie au cas par cas. Lorsque l'urgence simple est caractérisée, les délais de consultation peuvent être réduits. Cette réduction varie selon les types de procédures. Toutefois, les obligations d'information sont maintenues et notamment à l'égard des candidats évincés. Ainsi, si la procédure est allégée et accélérée, elle est tout de même maintenue. Il y a cependant des hypothèses dans lesquelles toute formalité ne peut être respectée. L'acheteur public peut alors se tourner vers l'urgence impérieuse. L'urgence impérieuse s'apprécie plus strictement encore que l'urgence simple et pour cause, elle entraîne une annulation quasi totale de toute formalité à respecter. Les juridictions retiennent généralement 3 conditions cumulatives pour qu'elles soient caractérisées. Il faut un événement imprévisible, il faut qu'il y ait une urgence incompatible avec les délais exigés par d'autres procédures, et il faut qu'il existe un lien de causalité entre l'événement imprévisible et l'urgence qui en résulte. Lorsque les conditions de l'urgence impérieuse sont réunies, les acheteurs publics sont dispensés de toute formalité de publicité et de mise en concurrence. Ces marchés doivent cependant être limités aux prestations strictement nécessaires, permettant de faire face à l'urgence, et doivent être encadrés dans leur montant et leur durée. Dans chaque marché, l'acheteur doit motiver son choix dans un rapport de présentation. Ce rapport permet au préfet et éventuellement au juge d'en apprécier le fondement. Le Conseil d'État est très strict sur l'utilisation de cette procédure. Si je devais dresser un bilan, je dirais que les mesures contenues tant dans le Code du marché public que dans l'ordonnance prise dans le cadre de cette crise proposent des solutions adéquates permettant à la fois de protéger les entreprises et a fortiori l'économie et en même temps d'assurer la continuité des services publics indispensables. À ce titre, les objectifs semblent atteints. J'émettrai tout de même certaines réserves. Tout d'abord, je partage l'avis de certains auteurs qui estiment que l'ordonnance marché est trop succincte et pourrait poser des problèmes de sécurité juridique. Il est en effet regrettable qu'elle ne propose que des mesures ponctuelles et n'insère pas un réel chapitre dans le Code de la commande publique permettant aux acheteurs de faire face, le cas échéant, à d'autres situations d'urgence. De plus, plusieurs concepts sont utilisés sans qu'ils ne soient définis. C'est le cas par exemple du terme avenant, alors même que ce terme n'est aujourd'hui plus utilisé par le Code pour répondre aux exigences européennes. Mais l'inquiétude résultant de ces imprécisions n'est pas tant du côté des acheteurs publics, mais plutôt du côté des juridictions si elles sont amenées à traiter des litiges nés de l'application de cette ordonnance. Or, les conflits nés de cette situation semblent pouvoir être nombreux. Nous l'avons déjà évoqué, cette crise sanitaire tombe dans un contexte politique particulier entre les 2 tours des élections municipales. À ce titre, on peut se demander si les communes ayant vu leur 2e tour reporté ne seraient pas tentées de passer des contrats permettant éventuellement de conquérir de nouveaux électeurs. D'autant plus qu'en présence de marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les risques de détournement sont importants et sont dès lors source de contentieux. Pour pallier à ces éventuels risques, il serait opportun de mettre en place des modalités de contrôle post-crise afin de vérifier si les procédures n'ont pas été détournées et si les deniers publics ont été correctement exercés. Qui pourrait alors exercer ces mesures de contrôle ? Nous l'avons dit, le pouvoir de contrôle de l'État par l'intermédiaire du préfet a été accru. Or, c'est un contrôle de légalité et non d'opportunité, qui se contente de vérifier que les règles de passation ont bien été respectées. Cependant, les règles de procédure sont très souples, voire inexistantes dans les mécanismes de passation que nous avions présentés. Les risques d'illégalité sont donc marginaux. Un contrôle plus pertinent pourrait peut-être être exercé par l'intermédiaire des candidats potentiels. Le recours en la matière a connu de nombreuses évolutions au cours des dernières années. Depuis sa décision Tarn-et-Garonne rendue en 2014, le Conseil d'État a élargi le recours direct contre le contrat à tout tiers susceptible d'être lésé dans leurs intérêts par sa passation ou ses clauses. Pour pouvoir saisir le juge, les tiers doivent alors justifier que leurs intérêts sont susceptibles d'être lésés de manière suffisamment directe et certaine. Ce recours semble opportun pour les entreprises qui auraient été susceptibles de répondre aux besoins si la procédure de passation normale avait été utilisée. Le même recours est ouvert aux élus des collectivités territoriales concernées. Ils peuvent invoquer tout vice entageant le contrat. Ce recours semble également adapté au contexte politique fragile pour éviter tout détournement de pouvoir. Se pose néanmoins la question des délais. Je suis d'avis que pour garantir un recours effectif, le délai de recours devrait commencer à courir à la fin de la crise sanitaire.
Il est cependant trop tôt pour déterminer ce que recouvre cette notion de fin. Une date pertinente serait peut-être la date à laquelle les juridictions retrouveront un fonctionnement normal. C'est à discuter. Il conviendra enfin de vérifier, dans le cadre de ce contrôle post-crise, la bonne utilisation des deniers publics. En ce sens, les cours régionales des comptes ont un réel rôle à jouer pour établir un bilan de ce qui a été réalisé. L'idée n'est pas ici de sanctionner, mais plutôt de prendre connaissance des éventuelles limites des mesures ayant été mises en place, afin de pouvoir proposer des solutions, cette fois de manière durable dans le Code des marchés publics, permettant de faire face plus intelligemment aux futures crises. Je tiens à vous signaler qu'au moment où j'enregistre ma vidéo, Madame Pénicaud et Monsieur le maire ont prévu de se concerter pour la reprise des marchés publics dans le secteur du BTP. Je n'ai donc pas encore toutes les informations, mais je vous les donnerai si nécessaire lors de la séance de discussion qui aura lieu lundi. Je vous remercie pour votre attention. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et à la tenue de ce séminaire. En premier lieu, Monsieur Xavier Latour, doyen de la faculté, pour son soutien dans la réalisation de ce projet. Monsieur Christian Vallard, également directeur du CERDAF, pour l'encadrement de ce séminaire. Je n'oublie pas mes camarades doctorants, Madame Alexia Bessy et Monsieur Jimmy Mersman pour toute l'organisation. Merci également à l'ensemble des participants et à tout le personnel administratif sans qui ce séminaire n'aurait pu se tenir. Enfin, je tiens à remercier le service de la commande publique de Valoris Golfe Juan et plus particulièrement Madame Isabelle Tibérien, responsable de ce service avec qui j'ai travaillé, qui m'a donné de nombreuses informations me permettant d'élaborer cette étude. Merci à tous.